Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes premières lectures romans de 2026 et vous allez voir que dans l'eau, il y a vraiment des pépites puisque j'ai déjà eu mes premiers coups de cœur de l'année. Oui, oui, oui. Donc c'est parti, aujourd'hui, on va parler de La lame de l'assassineuse, Skandar et la guerre de l'esprit, Wake Up Like This, La maison aux roses immortelles, le 5e tome de La petite maison dans la prairie, Dans la vie des pantins et Le brise-tempête, le premier tome de la saga du fracas des envolées. On commence avec La lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas, publiée chez La Martinière Fiction, qui n'est autre que le préquel de la saga du Trône de Verre de la même autrice. On y retrouve donc ici Célina à une époque où eh bien, c'est une assassineuse, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le titre, très très réputée dans son royaume, et elle vit aux côtés de son maître Arobin. Et on va suivre donc le passé de notre héroïne, découvrir quelle était sa vie à ce moment-là. Et on sait, quand on commence la saga du Trône de Verre, on sait dans quelles conditions on découvre notre héroïne. On sait qu'elle a passé 1 an en tant que prisonnière à travailler durement dans des mines, dans des conditions de vie mais juste épouvantables, limite c'est un miracle si elle est toujours en vie. Donc comment notre Célina en est arrivée là, c'est ce qu'on va découvrir avec ce livre. Et en plus de ça, il n'y a pas que ça dans ce roman-ci. On découvre la première romance de Célina, notamment avec Sam, une romance qui va nous briser le cœur parce que on sait que ça va mal se terminer et pourtant on n'a vraiment pas envie que ça arrive, surtout que petit à petit, au fur et à mesure des nouvelles, de ces 5 nouvelles qui sont dans ce livre, eh bien on va s'attacher petit à petit à Sam et quand t'arrives petit à petit à la fin, il y a toujours ce petit espoir que non, le drame n'arrive pas et pourtant, malheureusement, parce que c'est aussi ça qui a forgé notre héroïne, donc il a bien fallu que ça arrive, mais Et puis, ce qu'on suit aussi dans ce livre, c'est ce personnage qu'est Arobin, en fait, le maître de Célina, et découvrir à quel point c'est un manipulateur, découvrir ses trahisons. C'était hyper intéressant. Voilà, ça m'a beaucoup plu de lire ce préquel, que je vous recommande honnêtement de lire, non pas en premier si jamais vous avez jamais lu la saga du Trône de Verre. Commencez avec le tome 1, lisez le tome 2 ensuite. Moi je vous conseille plutôt de lire ce préquel après ces 2 premiers tomes, parce que commencer par ce roman, honnêtement, c'est peut-être un peu bizarre pour commencer la saga. En vrai, sans contexte, sans rien. Bon, voilà. Mais en tout cas, une fois qu'on a lu ces 2 premiers tomes, se plonger ensuite dans ce préquel, franchement c'est une très chouette lecture qui nous permet d'en apprendre encore plus sur notre héroïne. Et moi j'ai passé un très bon moment, c'était ma première lecture de l'année. Je l'ai écoutée à 50% en audio, d'ailleurs en audio c'est avec la nouvelle traduction, donc celle qui est présente dans ces éditions, donc trop bien. Là où on ne dit plus Kéléana mais Célina pour le nom de notre héroïne, donc ça m'a fait trop plaisir. Voilà, petit plus vraiment positif. Mais ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de lire cette saga et j'ai trop hâte de la continuer. On passe maintenant à Skandar et la guerre de l'esprit par Ive Stedman, publié chez Hachette Roman, qui n'est autre que le 5e et dernier tome de la saga Skandar. Donc autant vous dire un tome que j'attendais avec énormément d'impatience, puisque Skandar a pour moi été une saga mais vraiment coup de cœur, une saga dans laquelle on va suivre un jeune homme Skandar qui va suivre une scolarité magique un petit peu spéciale puisqu'il va évoluer aux côtés des licornes et notamment de sa licorne à lui, cette licorne avec laquelle il a un lien tellement fort, enfin voilà. Et dans cette saga, on va suivre également son quatuor d'amis, on va beaucoup parler notamment de famille, cette notion de famille, elle est tellement importante dans cette saga, vraiment ça paraît pas comme ça, mais waouh. Et dans cette saga également, eh bien, on va aussi parler de politique, de différence, d'acceptation de soi et des autres. Oui, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait y penser, comme ça, et ouais, quand on lis cette saga, honnêtement, moi je sais que j'étais vraiment emportée tome après tome par les aventures de notre héros. Et le 4e tome se terminait avec un cliffhanger de malade quand même, faut le dire. Donc j'avoue que dès que ce tome 5 est arrivé dans ma boîte aux lettres, immédiatement je me suis jetée dessus parce qu'il me fallait la suite et fin de cette histoire et je n'ai pas été déçue. Ouais.
Ouais, encore une fois, j'ai été embarquée dans cet univers qui se passe, parce que c'est vrai que je vous l'ai peut-être jamais dit, entre le Royaume-Uni et une île qui est assez proche, une île un petit peu spéciale où justement vivent beaucoup de licornes. Et du coup, on a dans ce tome-ci tout un conflit qui va impliquer ces deux territoires. On a nos personnages qui vont encore une fois en passer par... voilà, ils vont avoir des vertes et des pas mûres. On a encore une fois toutes ces notions d'amitié et de famille qui sont mises à l'honneur. On a envie qu'en fait que la saga se termine de la meilleure façon possible et je trouve que ça a été très très bien fait puisque la conclusion en fait de cette saga est hyper satisfaisante à mes yeux. Donc je suis trop contente au global de cette saga parce que c'était vraiment une trop belle lecture. C'est au tour de Wake Up Like This d'Emilia, publié chez Flammarion Jeunesse. Une comédie romantique dans laquelle on va suivre le personnage de Charlotte qui a 17 ans. Et Charlotte, elle n'a qu'un objectif en tête en ce moment, c'est d'organiser le meilleur bal de promo possible pour son lycée. Sauf que problématique, c'est qu'elle a toujours JT dans les pattes. JT, c'est le président du comité des élèves et il est tout le temps là, dans les parages, tout le temps là. En plus, à chaque fois que Charlotte est avec lui, ils n'arrêtent pas de s'embrouiller. Et c'est notamment ce qui leur arrive alors que Charlotte est en train d'installer des décorations pour le bal de promo. Une nouvelle fois, les deux s'embrouillent, sauf que là, Charlotte va faire une mauvaise chute, elle va chuter sur JT, et lorsque les deux vont reprendre connaissance, ils vont se retrouver dans un lit inconnu. Ils ont alors 30 ans et ils sont fiancés. Comment sont-ils passés de rivaux à sur le point de se marier? Eh bien, ils sont complètement sous le choc et surpris tous deux. Ils vont essayer de comprendre un petit peu ce qui leur arrive. Et forcément, eh bien, dans la peau de trentenaire, ils vont découvrir la vie qu'ils ont désormais. Et c'est à ce moment-là que ce livre va aborder certaines thématiques peut-être un peu plus profondes que celles qu'on pourrait s'imaginer avec un résumé comme ça, puisque dans ce livre, on va parler du passage à l'âge adulte et de tout ce que ça amène, des vies qui changent, qui évoluent, mais pas que, également des relations entre les gens qui changent au fur et à mesure du temps, des relations qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, qui sont pas forcément les mêmes quand on a 17 ans et quand par la suite on a 30 ans. Et finalement, on se retrouve comme ça embarqué dans une jolie histoire qui se lit super bien, qui est rafraîchissante, avec une héroïne qui, c'est vrai, parfois est assez agaçante, mais bon, elle a que 17 ans. Donc, techniquement, même quand elle est dans un corps de femme de 30 ans, elle n'en a que 17, quoi. Donc oui, parfois, c'est une ado, tout simplement. Mais en tout cas, ce qui se dégage surtout de ce livre et de son message, en fait, c'est plutôt le fait que le temps passe et il est hyper important de profiter de chaque instant. J'ai également lu La Maison aux Roses Immortelles par Clémence Forest, publié chez Flammarion Jeunesse. Un roman qui mêle secret de famille et fantastique, oui, et qui m'intriguait beaucoup du coup, parce que ce sont deux types de lectures que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, en parlant de secret de famille, c'est vrai que de mon côté, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman de secret de famille, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans un Lucinda Riley, un Kate Morton, et du coup, là, de pouvoir en lire un nouveau qui a un petit soupçon de fantastique, ça m'interpellait assez, et j'avais envie du coup de découvrir cette histoire dans laquelle on va suivre une double temporalité. Tout d'abord, dans le passé, nous sommes dans les années 60, on va suivre une petite famille composée de deux enfants jumeaux qui vivent dans le manoir de Wistermore avec leur maman et leur petit frère. Et nos deux jumeaux n'ont pas forcément souvent l'occasion de pouvoir sortir dehors, de voir le monde. Du coup, lorsque un nouveau cuisinier et son fils vont arriver au manoir, eh bien les enfants sont vraiment ravis parce que ils vont avoir un nouveau copain avec qui jouer. Et effectivement, les deux jumeaux vont se prendre d'affection pour ce nouveau garçon et ensemble avec leur petit frère, ils vont former un petit quatuor qui va jouer ensemble, grandir ensemble, évoluer ensemble, et du coup qu'on va suivre dans cette histoire. Et puis, on va suivre également une temporalité qui, elle, est à notre époque. On va suivre les personnages d'Aubery et de sa petite sœur Zoé. Leurs parents sont
clairement sur le point de se séparer, de divorcer, et du coup c'est un peu compliqué parce que les parents ne savent pas quoi faire de leur fille pendant l'été, parce que eux faut qu'ils gèrent du coup leur divorce, le fait de s'installer ailleurs en fait, de déménager tout simplement. Et c'est comme ça que Aubery, qui est alors lycéenne, va devoir passer des vacances d'été avec sa petite sœur en Angleterre, chez une grande tante dont elle ignorait complètement l'existence jusqu'alors. Donc du coup, Aubery et Zoé, sa petite sœur, se retrouvent au manoir de Wistermore. Oui, parce que très rapidement, dans ce livre, on va faire le lien entre les personnages et comprendre que les deux jumeaux que l'on suit dans le passé sont en fait, eh bien, pour le petit garçon, le grand-père d'Aubery et Zoé, et pour la petite fille, eh bien, il s'agit de cette fameuse grande-tante qui vit encore en Angleterre dans ce manoir de Wistermore. Donc voilà, Aubery et Zoé arrivent donc en Angleterre chez cette grande-tante et elles sont pas très bien accueillies et vraiment c'est peu dire puisque pendant leur séjour en fait chaque journée elles doivent rester enfermées à Wistermore à faire des corvées, donc super les vacances d'été, voilà. Sauf qu'à un moment donné, Aubery, l'aînée, elle en a marre, d'autant plus que dans cet endroit, il n'y a pas du tout de réseau, donc elle peut même pas communiquer avec ses proches. Donc à un moment donné, voilà, elle part faire un petit tour dans le jardin qui est très grand et c'est là qu'elle va tomber sur un étang. Et en fait, chose très bizarre dans cet étang, c'est qu'il y a un garçon qui semble coincé dans l'eau. Un garçon bien vivant qui pourtant ne peut pas sortir de l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette magie? C'est ce qu'on va découvrir petit à petit, donc à travers cette double temporalité, à travers du coup le récit du passé, comprendre qui est ce garçon, comment il en est arrivé là, et également à travers du coup le point de vue du présent et comprendre quelles sont les répercussions sur cette temporalité là aussi. Donc ouais, roman honnêtement que j'ai beaucoup aimé. C'est le premier roman de l'autrice qui est Clem is Reading sur les réseaux, si jamais vous connaissez, et franchement, pour un premier roman, j'ai trouvé ça super bon, d'autant plus que je l'ai dévoré en 2 jours, tellement l'écriture était hyper fluide, et franchement, ça m'a fait trop plaisir de me replonger dans un récit de secret de famille, et celui-ci est vraiment pas mal du tout. Puis j'ai lu le tome 5 de La Petite Maison dans la Prairie par Laura Ingalls Wilder, publié chez Flammarion Jeunesse. Oui, j'ai retrouvé avec plaisir la famille Ingalls pour cette saga hyper cosy, doudou, et en même temps hyper intéressante puisque elle nous permet de découvrir la vie des pionniers, des premiers habitants des États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui et de découvrir finalement comment ce pays s'est créé petit à petit. Et du coup, dans ce tome-ci, eh bien, notre petite famille Ingalls, elle est confrontée à un problème assez majeur puisque elle va être confrontée à un hiver qui va durer 7 mois. Oui, si vous avez besoin de fraîcheur, n'hésitez pas à vous plonger dans ce tome 5. Voilà, peut-être cet été, hein, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai lu donc ce tome, comme les autres, en lecture commune avec mon amie Anaïs et toutes les deux, on avait vraiment le même ressenti en lisant ce roman qui était qu'on avait froid en fait, tout simplement. Parce que dans ce livre, donc la famille Ingalls va être confrontée à de multiples tempêtes de neige à répétition, donc pendant 7 mois. Alors notre famille Ingalls, très rapidement, elle va pouvoir s'installer en ville en fait, donc être proche d'autres habitations, être proche des commerces, sauf que avec toutes ces tempêtes de neige qui n'arrêtent pas en fait, c'est pas si facile de voir ses voisins, c'est pas si facile non plus de pouvoir aller s'approvisionner dans les commerces, et même les commerces pour eux c'est pas si facile d'être approvisionnés tout court puisque les lignes de chemin de fer sont couvertes de neige, donc les trains ne peuvent pas passer, les trains qui ont des provisions, donc ouais, 7 mois très difficiles pour les Ingalls. On va voir un petit peu comment ils vont se dépatouiller pour gérer tout ça, pour réussir à, avec ingéniosité, à quand même vivre, supporter le froid et s'alimenter du mieux qu'ils peuvent. Et c'est toujours intéressant de retrouver notre famille Ingalls, mais là c'est vrai que dans ce tome-ci, à certains moments, ils m'ont vraiment fait mal au cœur, les pauvres. Déjà, c'était aussi le cas dans certains autres tomes précédents, mais dans celui-ci, je me suis dit, waouh, cet hiver non-stop, toutes ces tempêtes de neige là, parce que vraiment, il y en a tellement dans ce livre. Vraiment, ce livre, c'est une tempête de neige qui arrive, les Ingalls qui essayent de gérer la situation du mieux possible,
période d'accalmie qui est très très courte, et puis hop, rebelote, nouvelle tempête de neige, les Ingalls qui essayent de gérer au mieux la situation, petite accalmie, et hop, nouvelle tempête de neige. Limite, il y avait tellement de tempêtes de neige qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus, je trouvais ça trop répétitif. Voilà. Moi, je suis pas fan voilà, de toutes ces tempêtes de neige, quoi. Moi, je suis team automne et printemps. Hein. Donc, quand il fait trop chaud ou trop froid, j'aime pas. Hein. Donc, du coup, toute cette neige-là, j'en pouvais plus. En tout cas, une chose qui m'a fait plaisir dans ce tome, c'est de retrouver Almanzo, donc le futur mari de Laura. Almanzo qu'on a découvert dans le tome 4, on a découvert son enfance, et là le retrouver à l'âge de 18 ans, qui côtoie de temps en temps les Ingalls, c'est un personnage que j'aime bien, donc j'avoue ça m'a fait plaisir, et j'ai envie de voir comment va évoluer du coup son histoire avec Laura, parce que pour l'instant ils sont à peine dit 2 mots hein, dans la saga. Voilà, clairement on n'est pas encore au stade de romance. Bon, en même temps lui il a 18 ans, elle en a 15 je crois, donc c'est encore un peu jeune, mais bon, il me tarde quand même de lire la suite et de voir évoluer cette relation entre ces deux personnages. Puis j'ai lu Dans la vie des pantins de T.J. Klune, publié chez Palais Éditions, une réécriture de Pinocchio qui se passe dans notre monde, mais qui est plutôt futuriste, puisque désormais sur Terre se trouvent beaucoup de robots. Et nous, du coup, eh bien, on va suivre le personnage de Victor qui est humain et qui vit dans la forêt, dans une petite maison dans les bois, avec son père adoptif Giovanni qui est un robot, et également avec 2 autres robots que Victor a trouvés dans une case près de chez lui et qu'il a ramené, qu'il a réparé, et depuis ce petit monde vit paisiblement dans les bois. Petite vie assez cosy, jusqu'au jour où Victor va retourner à la casse. Il va tomber sur un autre robot à réparer, donc il va le ramener chez lui. Ce nouveau robot c'est Pat, et en fait Pat c'est un robot qui travaillait anciennement pour l'autorité, sauf que eh bien en le récupérant, eh bien Victor, sans le savoir, il va rameuter l'autorité chez lui dans les bois, et que l'autorité va en profiter pour kidnapper Giovanni, donc le père adoptif de Victor. Du coup, pour Victor et ses amis robots, ça va être le début d'une aventure, d'un périple qui va les conduire dans la ville aux rêves électriques pour aller récupérer Giovanni qui a été injustement, ou peut-être pas, capturé par l'autorité. Donc voilà, pour le début de cette histoire, et je vous avoue que de mon côté, eh bien pour commencer, j'ai mis 3 mois à lire les 3 premiers chapitres. Oui, j'ai commencé ce livre en novembre et j'ai réussi à le continuer qu'au mois de février, avec le chapitre 4 du coup, où apparaît le personnage de Pat. Mais c'est vrai que sinon, auparavant, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à être dans cette histoire, et même finalement, même une fois que j'ai réussi à être un peu plus dedans avec l'arrivée de Pat, même en lisant les chapitres suivants, j'ai quand même eu du mal avec ce livre. Alors au début je me suis posé pas mal de questions, est-ce que ça venait de l'aspect robotique? Puis je me suis dit non, quand même, il y a ça 9 ans, j'ai lu la saga des Chroniques lunaires, d'ailleurs qui est en train de ressortir actuellement, mais bon c'est pas le sujet. En tout cas tout ça pour vous dire que avec la saga des Chroniques lunaires, l'aspect robotique, cyborg, droïde et tout ça, ça m'avait pas du tout dérangé, donc pourquoi ça me dérangerait ici? Et puis en plus dans ce livre il y a quand même des choses que j'ai trouvé assez sympas. Dès que nos héros partent à l'aventure, j'étais quand même assez prise dans le récit. Le fait aussi d'avoir en Victor un héros ace, je trouvais ça aussi bien en fait, vraiment. Mais mine de rien, il y avait quand même des choses qui faisaient que j'avais du mal avec ce livre, et en y réfléchissant un petit peu plus, bon, j'ai compris déjà que ça venait du fait que je m'étais pas spécialement attachée au personnage, mais qu'en plus de ça, il y a notamment 2 d'entre eux, 2 robots, et encore plus l'une que l'autre. Je dis l'une parce que c'est un robot infirmière, et en fait ce robot infirmière a un humour que j'ai trouvé hyper limite, et avec lequel j'ai vraiment pas adhéré, donc ouais, du coup bon... un peu lourd quoi. Bon, du coup, ouais, ça l'a pas trop fait avec ce récit, et j'avoue que plus on avançait dans l'histoire en plus, plus il va y avoir des révélations sur certains personnages, et c'est là où j'ai eu du mal, parce que il y a certaines notions de bien et de mal que
moi, comment vous dire, quand tu apprends que certains de tes proches ont commis des choses atroces, vraiment atroces, est-ce que tu peux juste te dire, bon vas-y, c'est pas grave, c'est machin, je l'aime d'amour, donc allez, on passe à autre chose. Bah, alors, d'un côté, je comprends, mais d'un autre côté, est-ce que tu peux vraiment oublier tout le mal qui a été fait par une personne que tu aimes? Enfin, c'est... Je sais pas, pour moi, c'est... Il y a certains points quand même qui étaient un peu trop vite expédiés. Enfin, ou en tout cas expédiés, pas forcément de la façon que j'aurais aimé. Donc ouais, bon, c'est pas grave, ce livre n'était pas fait pour moi, je pense, et c'est pas mon préféré de l'auteur, voilà. Mais en tout cas, j'ai aimé les autres livres de l'auteur, et c'est pas grave si pour une fois, ça ne le fait pas. Et pour terminer, j'ai lu le premier tome de la saga du Fracas des Envolées, le Brise Tempête, par Nell Pfeiffer, publié chez Gulfstream. Un livre qui me faisait très très envie parce que Nell Pfeiffer, c'est l'autrice notamment de la duologie de Langrange-Temps que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et elle a également écrit le roman des Cités de Poussière, un roman, une fantaisie plutôt adulte cette fois-ci, qui m'avait un peu moins séduite, mais en tout cas à chaque fois dans ces livres-là, j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice, mais également son imagination, l'originalité de ses œuvres, et du coup j'avais trop envie de découvrir son nouveau bébé, que voici que voilà, une fantaisie young adulte hyper originale, qui se rapproche un peu plus de Langrange-Temps pour mon plus grand plaisir, mais que j'ai préféré. Oui, ce roman, c'est mon préféré de l'autrice, je l'ai adoré et j'ai limite peur de vous en parler parce que je sais pas si je vais réussir à vous le décrire comme il faut, tellement ce livre je l'ai aimé, mais d'amour, vraiment. Waouh. Alors, on respire et on commence. Comment vous résumez ce livre? Tout commence par le personnage de Mia. Mia qui est une jeune femme un petit peu spéciale puisque elle est capable de se transformer à volonté en hirondelle, oui, en oiseau. Et elle a également un deuxième pouvoir qui lui permet d'entendre le vent lui parler. Mia, alors c'est même pas qu'elle était bébé, c'est le jour de sa naissance, elle était à bord d'un dirigeable que sa famille avait construit. Et en fait, ce jour-là, il y a eu une énorme tempête, ce qui fait que le dirigeable, eh bien, voilà, voilà. Et ce jour-là, eh bien, de nombreuses personnes malheureusement ont perdu la vie, et c'est le cas des deux parents de Mia et également de sa tante. Et donc Mia a grandi aux côtés de sa cousine et de son oncle. Et Mia et sa cousine, elles ont grandi dans un univers de vengeance en fait, parce que depuis, c'est un événement qui a énormément causé la ruine de la famille, son déshonneur, et surtout il y a des personnes à partir de cet accident qui ont vraiment enfoncé le clou sur la famille de Mia. Donc forcément, bon, les choses n'ont pas été faciles pour eux. Et donc, pour se venger, alors que un nouveau dirigeable s'apprête à franchir le ciel, et un nouveau dirigeable que l'on dit insensible aux tempêtes, puisque il est fourni d'un brise-tempête. Qu'est-ce que le brise-tempête? Personne ne le sait. Eh bien, l'oncle de Mia va fomenter un plan et il va demander à sa fille Colombe eh bien, de s'infiltrer sur ce nouveau dirigeable en compagnie de son mari et d'aller voler ce brise-tempête. Sauf que Colombe, elle n'est pas du tout dans cet esprit de vengeance. Elle en a marre que depuis son enfance, on lui parle de se venger en fait, et de ce drame en fait dans lequel elle a perdu sa maman ainsi que sa tante et son oncle. Elle veut passer à autre chose, et du coup, comme elle sait que son père va pas lui lâcher la grappe, avec sa cousine Mia, elles vont échanger de place. C'est donc Mia qui va s'infiltrer sur le Galéon, sur ce nouveau dirigeable, et tenter de voler le brise-tempête. Et c'est ainsi qu'en tant que lecteur, nous sommes plongés dans cette mission d'infiltration et petit à petit dans cette usurpation d'identité, puisque tout le monde pense à bord du Galéon que Mia est Colombe, sa cousine. Du coup, Mia doit se faire passer pour elle, et du coup, ça m'a beaucoup fait penser au premier tome de La Passe Miroir, à cette ambiance justement, et à ce côté je me fais passer pour qui je ne suis pas, et de cette façon, je peux aussi observer des choses que je ne devrais pas voir.
Ça, c'était tellement intéressant et en plus de ça, ça va amener beaucoup de situations hyper cocasses. Et ce livre, c'est pas que ça, c'est aussi des réflexions finalement sur le côté science versus magie, puisque pour ce nouveau dirigeable, il y a une sorcière à bord. Une sorcière qui était aussi à bord du dirigeable dans lequel la famille de Mia a péri. Et cette sorcière qui cette fois-ci est bien décidée à apporter sa magie. Mais alors, qu'est-ce qui est plus sûr pour les passagers? La magie d'une sorcière ou la science qui a amené à la construction d'un dirigeable? Ce livre, c'est également tout plein de révélations, une certaine tension et plein de choses qu'on apprend petit à petit en lisant ce récit qui nous capte, qui nous hapte et qui fait que quand on le termine, enfin moi j'étais dégoûtée parce que vraiment quand je l'ai terminé, je me suis dit bon sang, il me faut la suite, sauf que la suite, au moment où vous voyez cette vidéo, comment vous dire que ce premier tome il sort que dans une semaine, donc la suite elle va pas arriver tout de suite. Et je suis tellement triste parce que ce roman c'est vraiment une pépite, je l'ai adoré de bout en bout. Vraiment en lisant ce livre je me disais mais waouh, c'est trop bien. Et ouais, en fait en le refermant j'étais clairement en manque de ne pas pouvoir continuer cette histoire tout de suite. Franchement, waouh. Voilà donc pour mes premiers romans de 2026. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter en me disant par exemple quel est le livre qui vous tente le plus dans ceux dont on a parlé aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais de très gros bisous. On se retrouve très vite et tout bientôt pour une nouvelle vidéo.